Bonjour, mon nom est Marie-France Lefort. En 2020, j'ai eu l'occasion de participer avec parents partenaires en éducation à la rédaction des outils essentiels pour les parents bénévoles. C'est un document qu'on peut retrouver en ligne sur le site web de parents partenaires et ça se veut un outil pour appuyer vos travaux comme conseil d'école ou encore membre d'un comité de participation des parents dans un conseil scolaire. Aujourd'hui, notre capsule vidéo, elle porte sur la gestion de réunion. Puis je ne veux pas vous faire fuir parce que peut-être que ce n'est pas le thème le plus sexy au monde, mais c'est peut-être celui qui est le plus au cœur des outils essentiels. Essentiellement, j'ai comparé la gestion de réunion à quelque chose comme l'hygiène de vie. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut comparer le fait de gérer une réunion, de se donner des outils pour gérer une réunion au fait, je ne sais pas moi, de se brosser les dents ou de se laver à tous les jours. Bien, ça fait partie des choses aussitôt qu'on se regroupe, aussitôt qu'on a le sens de représenter une communauté quelconque, de parler en leur nom, de prendre des décisions, quelque part, il y a des choses à faire et puis beaucoup de ces choses-là relèvent de la gestion de réunion. Et un des messages clés là-dessus, c'est qu'il y a peut-être l'aspect relationnel des rencontres, par exemple, tout ce qui touche la façon de collaborer ensemble, mais il y a aussi le côté, les outils qu'on se donne pour communiquer le but de notre rencontre, pour tenir compte de nos décisions, puis aussi faire des suivis qui nous permettent d'avancer, de progresser dans nos projets qu'on entreprend. Si on s'occupe juste du côté relationnel, ben, c'est possible qu'on ait beaucoup de plaisir ensemble, mais c'est possible aussi qu'on n'avance pas comme on voudrait le faire. Et si on s'occupe juste de la gestion de réunion, ben c'est possible que pour certaines personnes, ça soit un peu stressant, qu'on sente qu'on ne valorise pas le côté humain dans le travail qu'on fait ensemble. Et puis aussi, ben, peut-être que vous allez vous retrouver à quelques-uns pour faire tout le travail. Donc, l'important, c'est de faire appel aux deux éléments, mais on va, pour cette capsule-ci, se pencher plus précisément sur les éléments, donc les outils essentiels d'une bonne gestion de réunion. Alors, on y va. Alors, pourquoi cet enregistrement? Juste avant de commencer, puis de tomber dans le vif du sujet, bien, PPE avait à cœur que les parents aient différentes façons d'interagir avec le matériel des guides essentiels. Donc, vous pouvez bien sûr aller lire les modules eux-mêmes. Vous pouvez également donc visionner cette capsule, écouter cette capsule si vous préférez de ne pas les voir. Et donc, vous aurez différentes façons comme ça de vous... Donc, pourquoi cet enregistrement? Avant de commencer puis rentrer dans le vif du sujet, bien, l'idée, c'est que vous ayez comme ça différentes façons de vous procurer, de recevoir les informations qui sont dans les outils essentiels. Donc, au-delà du module lui-même, que je vous encourage certainement à aller lire ou à utiliser comme outil de référence, ben, vous avez l'occasion d'écouter cette capsule vidéo. J'espère que vous allez le faire. Puis, ça vous donnera peut-être le goût aussi d'aller, de fouiller un petit peu plus. Alors voilà, les éléments essentiels de la gestion de réunion. Alors, dans ce module, le module 3, on met l'accent sur trois éléments fondamentaux de la gestion de réunion efficace. Et ça, c'est les trois choses suivantes. La convocation. Donc, c'est le moment où on dit il y a une rencontre dans une semaine ou dans un mois et voilà une proposition de sujet de discussion. Donc, par exemple, l'envoi de l'ordre du jour fait partie de la convocation. Le deuxième, c'est le procès verbal ou le compte-rendu de la réunion. Un résumé bref, clair, objectif des discussions et un rappel des actions à entreprendre et, très important, par qui? Qui est-ce qui va faire ces suivis-là? Donc, le procès verbal ou compte-rendu.
Et finalement, donc, les suivis. Ça, c'est les moyens que l'on se donne pour arriver à nos fins. Donc, 3 éléments fondamentaux ici. Ici, on n'est pas dans l'exécution de projet, on n'est pas dans la planification de projet, on est dans tout ce qui touche finalement l'organisation de réunions efficaces. Alors, ces 3 morceaux-là que vous connaissez, que vous êtes sans doute, avec lesquels vous êtes sans doute déjà familier, c'est finalement les éléments essentiels de la gestion de réunion. Avant de rentrer là-dedans, ben, c'est clair qu'il y a des bonnes et des moins bonnes raisons de se réunir en groupe. Hein. Il n'y a personne qui aime faire des réunions pour faire des réunions. Vous êtes tous occupés, on l'a déjà dit, et vous souhaitez utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Alors, qu'est-ce que c'est des bonnes raisons de tenir une réunion? Ben, ça pourrait être, par exemple, pour obtenir l'avis des membres de votre groupe. Ça pourrait être pour générer des idées, solutionner un problème ou prendre une décision, clarifier une question qui est complexe à laquelle vous êtes confronté, ou encore discuter d'un problème qui implique des personnes de groupes autres que votre groupe. Des moins bonnes réunions, des moins bonnes raisons de faire une réunion, c'est tout ce qui touche généralement plus l'exécution. Quand il s'agit de faire de la recherche ou faire de l'analyse, éditer un texte. Personnellement, moi, c'est ma bête noire. Il n'y a rien que je déteste le plus que faire de l'édition de groupe. Quand on travaille tous sur un même document, puis quelqu'un ajoute un mot, puis corrige une phrase et tout ça. Il y a des gens qui aiment ça, je conçois, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure raison de se réunir, de se rencontrer. Donc, assurez-vous donc que vous vous rencontrez pour les bonnes raisons et puis qu'il y a des choses de cet ordre-ci avant de décider de convoquer une réunion. Alors, principe organisateur aussi, en principe, tous les membres devraient savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils assistent à une réunion. Il ne devrait pas y avoir de surprise, autrement dit. Ça, c'est important pour la qualité des discussions, puis aussi des décisions que vous allez prendre. Maintenant, on ne contrôle pas quel genre de préparation les gens vont faire avant, bien sûr, d'arriver à une réunion. Puis ça, c'est certain qu'on veut s'assurer d'avoir des membres qui vont quand même se préparer un petit peu, mais tout ce qui touche la convocation doit donner aux gens qui participent l'occasion de se préparer puis d'être aussi solide que possible dans la discussion des sujets qui vont être dans votre ordre du jour. La convocation et l'ordre du jour, puis ça, vous retrouvez parfois dans mes fiches, vous voyez, je donne les pages, si vous voulez, si c'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement ou que vous trouvez épineux, donc vous pouvez retrouver les informations aux pages suivantes. Dans ce cas-ci, dans le module 3, c'est les pages 31 à 34 dans le document au complet. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans un ordre du jour? Qu'est-ce qui est bien de mettre dans un ordre du jour? On ne veut pas réinventer la roue. Hein. Il y a peut-être, vous avez peut-être déjà des outils à votre disposition. Vous êtes arrivé au conseil d'école, par exemple, il y avait déjà un exemple qui était utilisé, puis avec succès. Alors, on ne refait pas la roue. Je vous donne aussi des liens dans les outils essentiels vers des documents du ministère qui avaient été publiés au tout début de la création des conseils d'école et aussi, je pense qu'il y a des choses dans le guide de participation des parents pour organiser, donc pour faire un ordre du jour. Ça c'est des choses peut-être qui sont peut-être supplémentaires qui vont vous faciliter la tâche. Donc, ce qu'on voit ici, l'heure de la fin de la rencontre, par exemple. Ce n'est pas fait difficile de dire exactement combien de temps chaque sujet va demander, mais vous pouvez quand même donner un sens de à quelle heure ça va finir. Et puis ça, c'est généralement le moment qu'on ne veut pas rater. C'est-à-dire que, quelle que soit la vitesse à laquelle on avance dans notre ordre du jour,
s'assurer de finir à l'heure. Je pense que c'est probablement ce que les gens cherchent le plus, c'est d'avoir un sens de quand est-ce qu'ils vont revenir. Les enfants sont à la maison, ils ont peut-être besoin des coucher. Vous avez peut-être d'autres activités après la fin de la réunion, donc important d'aller, de respecter cet élément-là. Les buts de la rencontre. Moi, je suggère de mettre quelques objectifs généraux. Donc, les gros morceaux de ce qu'on veut accomplir lors de la réunion. Peut-être des mini-objectifs en dessous de ça, puis pour chaque élément. Donc, ça peut être intéressant aussi d'ajouter des objectifs, mais 2-3 trucs bien importants. Donc, si le projet clé dont vous allez discuter, c'est une consultation avec la communauté scolaire, bien, mettez-le clairement. Donc, peut-être planifier et faire générer des idées pour la consultation de la communauté scolaire. La liste des documents fournis avec l'ordre du jour. En tout cas, vous allez bien sûr envoyer avec l'ordre du jour peut-être certains documents que les gens devront lire à l'avance, mais peut-être que ça vaut la peine de les lister. Donc, les gens sauront, ah, est-ce que j'ai bien reçu tout ce que j'avais, tout ce que j'espérais. Une section veuillez amener. Peut-être que les gens, on ne veut pas créer plus de papier que nécessaire. On ne veut pas, on veut soutenir l'environnement. Donc, si les gens ont déjà des copies papier électronique, d'amener peut-être leur ordi ou leur portable et puis de s'assurer d'avoir ce qu'ils ont besoin sous la main. Le nom des invités, observateurs ou personnes ressources attendues. Donc, le fait d'avoir des invités, c'est important. Puis, en sachant qu'on a des invités, en sachant qui c'est, bien, on peut se préparer aussi avec des questions, alors d'intégrer ça aussi. Le nom des personnes responsables de lancer la discussion sur différents éléments de l'ordre du jour aussi, ça peut être bon. Le temps alloué à chaque élément, en sachant que c'est un guide, que vous, on peut à un moment donné être trop rigide sur le montant de temps que ça va prendre pour chaque sujet. C'est peut-être un guide. Encore là, si vous êtes moins disposé à mettre un temps pour chaque élément de l'ordre du jour, mettez au moins une heure à laquelle vous allez finir dans votre ordre du jour. Finalement, une liste de projets pour lesquels vous voulez partager de l'information et ou prendre une décision. Ça, c'est particulièrement important encore là pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Comment décider ce qui a de l'importance? Alors ça, c'est une chose utile à savoir. C'est pas tout n'a pas le même poids dans une réunion. Il y a des choses qui sont particulièrement importantes, d'autres qui, vous savez, là, quand il y a des sujets à l'ordre du jour qu'on peut mettre à la toute fin parce que on sait que même si on n'en discute pas, on pourra toujours reprendre à la prochaine réunion. Donc, voici une liste possible. Vous avez besoin de prendre une décision avant de passer à la prochaine étape. Donc, ça, c'est quelque chose qui a de l'importance. Vous avez une invitée qui doit parler sur un sujet précis. Et puis ça, surtout si vous êtes en ligne, si vous faites une réunion virtuelle, bon, la personne qui est là est peut-être là pour un seul sujet. Elle n'est peut-être pas nécessairement attendue pour l'ensemble de la réunion et vous voulez peut-être la libérer à un moment donné. Donc, cette personne-là, cette présentation-là devrait peut-être être au début par respect pour le temps de cette personne-là. Ne pas l'oublier puis attendre à la toute fin. Il y a peut-être un problème qui affecte la réputation de votre groupe. Donc, ça peut être important. Peut-être que il a été arrivé quelque chose, un conflit, des décisions que vous avez prises ont été mal comprises. Et puis, donc, les décisions de votre conseil, votre comité sont remises en question. Toutes ces choses-là sont des choses importantes. Et puis, si vous faites face à ça, ça serait important d'en discuter, puis d'en discuter quand vous avez de l'énergie et pour en discuter et puis prendre de bonnes décisions. Même chose, donc, il y a une mésentente qui pourrait devenir un conflit. Vous remarquez la petite enseigne en vert là, à côté. Donc, à travers les modules, je vous donne comme ça des conseils d'amis. Ce ne sont pas exactement des conseils scientifiques, mais c'est peut-être des conseils que j'ai appris, que je peux donner parce que j'ai appris à la dure dans ces choses-là. Donc, je vous donne comme ça des tips ou des idées pour vos rencontres.
Je parlais tantôt de conserver son énergie. Donc, placer les questions les plus complexes en début de réunion lorsque tout le monde dispose d'un maximum d'énergie. Hein. Puis on le sait avec les réunions virtuelles, surtout si on est beaucoup en virtuel pendant la journée, puis on a une réunion de conseil d'école, comité de parents en début de soirée, c'est lourd, ça peut être dur sur le cerveau. Et donc, assurez-vous que vos sujets les plus touffus là, sont placés en début d'ordre du jour. Donc, vous vous souvenez notre thème numéro 2, le procès verbal ou le compte-rendu. Donc, on a convoqué, on a envoyé des documents à l'avance. Vous vous demandez peut-être aussi combien de temps à l'avance est-ce qu'on doit envoyer notre convocation, notre ordre du jour? Écoutez, là-dessus, vous connaissez votre groupe et puis peut-être la meilleure façon de décider, c'est de se consulter. Donc, de poser la question si vous êtes quelqu'un au sein de votre groupement qui envoie l'ordre du jour. Généralement, on parle d'une semaine à l'avance, surtout s'il y a des sujets un peu plus compliqués. C'est peut-être difficile de vous tenir à une semaine. Je vous dirais, dans ce cas-là, disons que vous avez une rencontre le mardi soir, peut-être que vous voudrez envoyer l'information le vendredi. Alors, ça laisse la fin de semaine, un lundi, toute la journée, de mardi pour une rencontre le mardi soir. Donc, cette notion qu'on a quand même quelques jours, quelques options pour bien lire les documents à tête reposée. Le procès verbal ou compte-rendu. Alors, ça, c'est notre élément numéro 2, donc des éléments essentiels pour une gestion de réunion efficace. Donc, qu'est-ce qu'un procès verbal ou un compte-rendu? C'est un résumé clair, précis, objectif des délibérations du conseil d'école, en portant attention à ce qui a motivé la décision. Les procès-verbaux, parfois, c'est la bête noire de bien des regroupements. Et pourquoi est-ce que c'est ça? Moi, j'ai l'impression que ça ne s'apprend pas à l'école, ça, faire un procès-verbal. Peut-être à moins que vous ayez fait partie de conseil étudiant où on prenait des notes. C'est sûr que des fois, dans les emplois, on prend des comptes rendus de rencontres et tout ça. Il y a toujours des notes qui sont prises, mais un procès-verbal, c'est quelque chose d'autre. C'est un peu plus formel et c'est vraiment, si on veut, une trace dans la vie de votre groupement, des décisions prises, des personnes qui étaient là, et puis des suivis donc, qui donnent un sens de comment vous avez aussi pris ces décisions et vers où vous vouliez aller. Donc, il y a cet aspect un peu plus formel là. Et puis, c'est aussi un talent, donc dans la préparation d'un procès verbal que sans doute vous allez juste développer si vous avez fait partie d'un comité ou d'un conseil d'administration, d'un conseil d'école, etc. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on néglige un petit peu les procès verbaux ou les comptes rendus. Ce que je remarque dans les groupes, c'est qu'on ne sait jamais exactement c'est quoi le niveau de détail à mettre dedans. Est-ce qu'il faut que ça soit long? Est-ce qu'on doit tout dire? Ou est-ce qu'on doit juste synthétiser certaines choses? Puis des fois, synthétiser des choses, c'est plus difficile que de tout mettre, de prendre des notes comme ça pendant que les gens parlent. Il y a des gens qui sont très, très adeptes à prendre des notes rapidement. Donc, on ne sait pas exactement quoi mettre. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde? Moi, je pense aussi que l'être humain n'aime pas tant regarder en arrière. Il aime être dans l'action puis regarder en avant. Donc, une fois qu'on l'a fait la réunion, ça ne nous tente pas vraiment de retourner voir qu'est-ce qu'on avait fait. Sauf, bien sûr, si on a oublié quelque chose ou si il y a un suivi qu'on a oublié de faire ou si on s'est trompé quelque part, puis là, c'est important d'aller retourner dans le procès verbal. Donc,
quelque part, il faut avoir une trace de ce qu'on a fait de nos décisions. Puis je pense aussi que l'être humain n'aime pas tant se faire rappeler qu'il a dit qu'il s'engageait à faire telle chose ou telle chose. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on néglige un petit peu les procès-verbaux. Mais c'est important, puis dans le fond, c'est pas si compliqué. Donc, qu'est-ce que c'est un procès-verbal? Ben, c'est un résumé clair, précis, objectif des délibérations du Conseil d'école, en portant attention à ce qui a motivé les décisions que vous avez prises. C'est une façon de transmettre des informations aux personnes qui ne sont pas présentes aussi. Donc, tout le monde n'est pas nécessairement là à toutes les réunions. Donc, pour celles qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient pas être là, c'est un compte-rendu de ce qui s'est discuté. C'est un relevé historique des décisions prises, comme on le disait, un rappel des actions à entreprendre, puis aussi une façon d'être imputable au public et à la communauté desservie. Donc, bien des organismes rendent publics comme ça les procès-verbaux de leurs rencontres. Je crois, par exemple, que ça se fait dans les conseils scolaires, etc. Donc, il y a des procès-verbaux comme ça qui sont rendus publics ou qui sont disponibles au public sur demande. Alors, voilà à quoi ça sert. Dans le guide des outils essentiels, donc ce que vous allez voir au module 3 à la page 35, c'est ce petit tableau tout simple, mais qui peut vous aider, je crois, beaucoup à déterminer combien d'informations est-ce que je vais mettre dans mon procès-verbal et qu'est-ce que je conserve puis qu'est-ce que je mets de côté. Donc, raison d'être d'un procès-verbal, bon, c'est un relevé des décisions et du motif de la décision. Alors ça veut dire que les propositions, les proposeurs et les appuyeurs, on doit le mettre. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de proposer, d'adopter quelque chose, de prendre une décision, quoi que ce soit. Peut-être que vous prenez plutôt vos décisions par consensus, mais si c'est le cas, vous devez quand même noter que vous avez pris une décision et peut-être certains éléments qui ont motivé votre décision. Donc, pour que les personnes qui ne sont pas là puissent regarder, ah, OK, voici pourquoi on a pris telle ou telle décision. Donc, si vous avez la formalité de faire des propositions et appuyer, vous pouvez faire ça. Donc, ça va faire partie de votre procès-verbal, mais c'est surtout de rendre compte de la décision et des faits qui ont un impact sur les décisions que vous avez prises. C'est un résumé clair et objectif des activités du conseil. Donc, bien sûr, on note les propositions, puis aussi qui fait quoi sous chacun des éléments à l'ordre du jour. Donc, vous allez noter les propositions et aussi qui... D'accord. Donc, ce que je vous donne ici, c'est la page où vous allez retrouver ce petit tableau qui a l'air tout simple, mais qui, je crois, peut vous être fort utile. Donc, on a, dans la fiche précédente, on a vu la raison d'être du procès-verbal et je les reprends ici, les principales raisons. Et aussi, donc, en fonction de ça, qu'est-ce qu'on doit noter dans notre procès-verbal? Je vous rappelle, le PV, ce n'est pas le compte-rendu de la réunion au complet. Ce n'est pas nécessaire de tout prendre en note ou encore de transcrire toutes ces notes dans le document final. Un autre aspect très important, c'est que le procès-verbal doit respecter l'ordre du jour que vous avez établi au départ. Donc, il y a un lien entre ces deux documents-là qui est très important, l'ordre du jour au départ et puis le procès-verbal. Donc, si vous dérogez donc, à l'ordre du jour, vous devez expliquer un peu dans votre procès-verbal pourquoi vous avez fait ça. Ça se peut que vous ayez changé certains items. Donc, notez un peu les raisons pour lesquelles vous ne faites pas la discussion dans l'ordre exact de votre ordre du jour. Ça peut être utile, d'une part. Un petit truc facile aussi, si vous êtes nouveau à préparer des procès-verbaux, c'est que vous pouvez vous servir de l'ordre du jour comme gabarit pour votre procès-verbal. Alors là, vous êtes sûr de mettre la bonne information à la bonne place dans le document. Alors,
Ça, c'est un petit truc assez facile. Ici, donc, si on dit que le procès-verbal, c'est un relevé des décisions et ce qui a motivé la décision que vous avez prise, bon, alors qu'est-ce qu'on note? Donc, si vous êtes un organisme, vous avez un processus formel où il y a des proposeurs et des appuyeurs. Par exemple, je propose telle chose et quelqu'un va dire oui, j'appuie et que ça prend cette interaction-là pour ensuite passer au vote. Bien, vous allez noter, bien sûr, ces propositions-là. Mais en plus, vous allez noter les faits, les éléments dans la conversation juste avant qui ont eu un impact sur la décision qui a été prise. Donc, quelques éléments pour expliquer la décision qui a été prise. Pas tous, pas toute la conversation, mais l'essentiel de ça. Ça se peut que vous n'ayez pas un processus de proposeur-appuyeur, ben c'est correct. Peut-être que vous prenez vos décisions plutôt par consensus. Alors, c'est correct, mais notez que vous devez donc rendre compte de la décision. Qu'est-ce qui a été décidé et puis quels sont les faits qui ont eu un impact sur ces décisions-là. D'accord? Ensuite, si on dit qu'un procès-verbal, c'est un résumé clair et objectif des activités du conseil, d'accord? Alors, bien sûr, on va noter les propositions, mais aussi qui a fait quoi sous chacun des éléments à l'ordre du jour. Donc, si vous avez décidé encore là, l'exemple d'organiser une consultation, bien, ça, c'est comme un élément de suivi que vous allez intégrer dans votre procès-verbal. Donc, un résumé clair et objectif des activités de ce regroupement-là. Et je recommence. Donc, si on dit que le procès-verbal, c'est un résumé clair et objectif des activités du conseil, vous allez noter quoi? Bon, bien sûr, les propositions, comme on l'a dit tantôt, mais aussi qui a fait quoi sous chacun des éléments à l'ordre du jour. Donc, si on relate qu'il y a eu je ne sais pas moi, un regroupement, un petit comité qui s'est réuni pour prendre une décision, pour faire avancer un dossier, ben, vous pouvez noter que Pierre et Yves se sont rencontrés pour discuter de tel sujet et puis ils ont fait rapport au comité ou au conseil pour finalement dire ce qu'ils ont fait. Alors, vous allez noter ça, le nom des personnes. Si on dit qu'un procès-verbal, c'est transmettre des informations aux personnes qui ne sont pas présentes, bien, vous allez ajouter au besoin de l'information pertinente provenant des discussions qui aident à saisir le pourquoi de la proposition, on l'a dit. Et si c'est pour faciliter la mise en œuvre des décisions prises en soulignant les actions à entreprendre, bien, ça demande qu'il faut noter les propositions, les suivis et les responsables de suivi. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Proposition, décision, quelques éléments d'explication clairs sur pourquoi on a pris la décision. Même quand il n'y a pas eu de décision, vous avez à relater un petit peu que deux personnes se sont, par exemple, rencontrées pour discuter d'un sujet et ils ont fait rapport au comité. Peut-être quelques éléments d'information, mais c'est tout. Et enfin, bien sûr, tout suivi qui doit être effectué entre maintenant et la prochaine rencontre et aussi, donc, les responsables de suivi. Alors ça nous amène à notre prochain élément pour la gestion de réunions efficaces qui est, et voilà, les suivis. Donc ça, c'est le fameux travail entre les réunions. Alors, ça, vous allez retrouver des éléments là-dedans aux pages 36 et 37 de votre document. Il y a deux mécanismes que je suggère pour suivre vos suivis. Et ça veut dire que oui, il va y avoir du travail entre les réunions de conseil d'école ou de comité de participation des parents. C'est clair qu'on ne peut pas tout gérer dans le cadre
des rencontres mensuelles, disons, de ces regroupements-là. Pour faire avancer certaines choses, ça va prendre des gens qui vont dire « Ah, je m'en occupe », qui individuellement ou en équipe vont faire des choses. Et puis ça s'appelle donc un suivi. Et puis c'est important de noter qu'il va y avoir un suivi et de s'assurer qu'à l'autre bout, une fois le travail complété, que comme regroupement, vous savez que ça a été complété. Moi, je vous propose une façon de faire là-dedans pour suivre vos suivis. Donc, pour ne pas perdre le fil de qui fait quoi, qui va produire quoi pour la prochaine réunion. C'est peut-être de nommer un ou une gardienne des suivis dans votre conseil ou dans votre CPP. Ce n'est pas un rôle qu'on voit traditionnellement. Parfois, c'est le rôle de la personne qui envoie l'ordre du jour ou la convocation, qui va suivre et dire OK, Pierre et Yves, vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que vous avez fait et tout ça. Mais déjà, on a parlé de procès-verbal, on a parlé d'ordre du jour, de convocation. Ça peut être intéressant de créer un rôle spécifique justement pour suivre les suivis, pour s'assurer que vous accomplissez ce que vous avez dit que vous allez accomplir. Et donc, ça peut être une personne dont ce serait le rôle, ça, de suivre les suivis entre les réunions. Alors, on parle de rôle. Des éléments dont on me dit que c'est parfois difficile à établir donc, dans nos regroupements, c'est qui fait quoi. C'est quoi exactement le rôle d'un président ou d'une présidence ou d'une coprésidence? C'est quoi le rôle d'une secrétaire, d'un trésorier, etc. Donc, dans le guide, page 38-39, je vous ai proposé comme ça, des façons de penser au rôle qu'il y a dans votre regroupement. En voici 3. Puis l'idée, c'est de voir comment ça peut fonctionner ensemble. Donc, pour la présidence, les directives du ministère, puis peut-être aussi de votre conseil scolaire, parlent aussi de coprésidence. Donc, il n'y a pas cette notion de présidence, vice-présidence, mais plutôt on parle de coprésidence, ce qui est très bien. Donc, dans la liste des choses à faire dans ces outils-là, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ça peut être une façon d'alourdir la tâche pour la personne. Moi, ce que je suggère, c'est que la personne à la présidence s'occupe de la préparation de l'ordre du jour. Donc, c'est cette personne qui va s'occuper de voir OK, de quoi on discute, voici nos objectifs pour l'année, voici nos objectifs pour le mois, voici les suivis on a dit qu'on ferait, qu'est-ce qui doit aller dans l'ordre du jour pour la prochaine réunion. Présider les rencontres. Et encore là, vous avez peut-être un mode de discussion qui est un peu plus informel que formel, mais c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui anime un peu quand même les rencontres et qui donne la parole, qui surveille le temps, qui s'assure que l'on passe rondement comme ça d'un élément de l'ordre du jour à un autre. Donc ça peut être aussi une responsabilité. Puis, ça peut être aussi la personne qui s'occupe de la liaison avec la direction d'école, par exemple, dans un conseil d'école. Ça serait un rôle en particulier. Pour ce qui est, j'ai mis responsable du procès verbal, puis c'est peut-être parce que les gens ont peur du mot secrétaire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un mot qui, peut-être que c'est un rôle qui nous semble un peu désuet déjà dans les entreprises, dans les compagnies, dans les bureaux. On parle surtout d'adjointe administrative, donc le terme secrétaire est comme passé date un peu. Pourtant, c'est un rôle qu'on retrouve dans n'importe quel comité ou conseil comme celui-ci. Donc, sentez-vous libre d'utiliser le mot secrétaire, une secrétaire. Ce n'est pas genré du tout. Mais cette personne-là, donc on va appeler ici responsable du procès verbal, donc c'est la personne qui prépare
et finalise les procès-verbaux des rencontres régulières. Puis c'est quand même une tâche, c'est quand même quelque chose qui va prendre du temps, c'est quand même quelque chose qui aussi est un travail pendant la rencontre, tout au long de la rencontre. Donc, c'est certain que c'est une responsabilité importante et c'est un rôle utile à jouer. Donc, cette personne-là, bien sûr, doit se familiariser avec les éléments de la préparation d'un procès-verbal ou d'un compte-rendu. Alors, gardienne ou gardien des suivis, donc ce rôle que je vous propose tout particulièrement pour votre groupe. Donc, c'est la personne qui va prendre contact avec les responsables de projet et qui va noter aussi les progrès accomplis, les étapes à venir, s'assurer avec la présidence que l'ordre du jour comprend les mises à jour nécessaires pour les projets en cours. Alors, ça suppose une liaison aussi avec la présidence qui est responsable de fixer l'ordre du jour. Alors, vous voyez vous voyez un petit peu la différenciation entre les rôles. Maintenant, dans le qui fait quoi, dans le document, une chose que je voulais dire aussi au conseil d'école et tout ça, un petit peu cette notion que je voulais vous laisser, c'est avoir une responsabilité bien définie au sein d'un regroupement. C'est motivant. C'est une source de motivation. Et savoir ce pourquoi on est responsable aussi. Si ce n'est pas clair, on va tomber dans un pattern qui est bien connu des comités, c'est qu'il y a 2 ou 3 personnes qui vont se taper un peu tout le travail et puis il y en a d'autres qui vont se sentir plus ou moins utiles, puis il y en a d'autres qui vont être bien contents que tous les autres s'occupent de ce qu'il y a à faire et puis eux, ils peuvent juste venir aux rencontres et puis laisser le travail à d'autres. Donc, un regroupement où la charge de travail n'est pas égale, n'est pas équitable, c'est pas plaisant. Donc, je vous dirais, si vous êtes plutôt du genre à prendre des tâches, des responsabilités, peut-être posez-vous la question, comment est-ce que je peux m'assurer que l'ensemble des collègues aient une idée claire et un rôle au sein de ce comité-ci. Et ça, c'est pas simple. Hein? Des fois, quand on est attaché, parce qu'il y a un élément de contrôle qui vient avec ça aussi. Si je m'occupe de tout, bien, je sais comment tout doit fonctionner. Alors, l'idée de partager la tâche, c'est important. Et aussi, l'autre idée, c'est que c'est important d'avoir peut-être le bon tempérament et les bonnes aptitudes pour le rôle qu'on va jouer. Sinon, on risque de se fatiguer, on risque peut-être de laisser tomber. Je vous dirais, par contre, essayez. Essayez pour voir si vous aimez ça, puis peut-être si on vous le propose, dites, ben, écoutez, je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour ça. Par exemple, je ne suis peut-être pas certaine d'être la meilleure personne pour s'occuper du procès-verbal parce que je ne suis pas quelqu'un qui est particulièrement axé sur les détails, mais je vais dépanner, je vais essayer. Alors, peut-être le fait que vous n'êtes pas particulièrement axé sur les détails veut dire que vous êtes aussi plus axé sur les décisions, les réalisations, les choses plus substantielles. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. Puis là, il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider à ajouter des détails nécessaires. Donc, connaissez-vous. Pour la présidence, la coprésidence, je pense qu'on a parfois à tort l'idée que c'est la personne qui parle le plus autour de la table, puis dans le groupe qui devrait être président ou présidente. Puis ça, je pense que c'est c'est un peu dépassé. C'est peut-être comme ça dans le temps, mais vraiment, pour moi, la présidence d'un organisme, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, c'est quelqu'un qui est axé sur les résultats et c'est quelqu'un qui a peut-être quelques techniques aussi pour s'assurer que toutes les voix autour de la table ou à l'écran sont entendues. Donc, et c'est aussi quelqu'un qui est peut-être un peu à l'aise dans un rôle de porte-parole aussi, de temps en temps. Donc, ça peut être une figure de proue du comité, mais ce n'est pas quelqu'un qui va prendre toute la place nécessairement. Je pense que ça, c'est important de se le dire. Pour la gardienne des suivis, mais encore là, gardien, gardienne, je pense que c'est vraiment d'avoir... vous êtes peut-être quelqu'un qui tenait des listes, puis vous adorez mettre des
des petites marques à côté pour dire j'ai complété, j'ai complété, j'ai complété. Alors, vous suivez les suivis à la trace. Peut-être que vous êtes en contact avec aussi les personnes qui se sont engagées pour leur rappeler. Alors ça peut être utile. Et vous faites la liaison avec la personne qui prépare l'ordre du jour pour indiquer qu'il y aura telle ou telle personne qui vont faire rapport sur les suivis lors de la réunion. Alors, c'est un rôle très important. Je dirais axé sur les résultats et axé aussi sur la tâche. Ça serait de bonnes choses à avoir dans son sac à outils. Je fais d'autres recommandations aussi dans le guide autour de peut-être d'autres rôles qui pourraient être intéressants à voir. Par exemple, responsable de projet. Il y a peut-être des projets spéciaux que vous allez confier à quelqu'un. Alors, vous avez peut-être un intérêt pour un élément particulier du travail de votre regroupement. Donc, porteur de projet, c'est un rôle, puis c'est un rôle important. Liaison avec la communauté scolaire, par exemple, ou responsable des communications. Peut-être que vous avez un petit site Facebook. Alors, allez voir, il y a quelques notions là pour d'autres rôles. Mais l'idée est encore là, l'équilibre, l'équité et d'avoir du plaisir ensemble parce qu'on partage la tâche puis on collabore à quelque chose de plus grand que nous. Enfin, un principe important pour moi. Répondre présent. C'est un acte de leadership. Être là. Vous avez peut-être accepté un poste dans votre regroupement en vous disant je vais avoir le temps, ça va aller bien, ça va être 1 heure par mois, peut-être un petit peu plus, mais ça va. Puis là, peut-être que votre horaire, c'est complètement devenu quelque chose d'autre, puis vous avez moins de temps, vous n'avez pas autant de temps. Ça arrive, ça. Puis je pense que c'est important de le reconnaître et puis de négocier avec le groupe pour voir, écoutez, je pensais que j'allais être disponible, mais je le suis moins. Comment est-ce que je peux vous être utile? Puis peut-être que je pourrais, c'est peut-être important de laisser ma place à d'autres, quelqu'un qui a plus de temps. C'est sûr qu'il faut connaître et reconnaître l'engagement que ça va prendre. Puis c'est sûr que si tout le monde met la main à la tâche, ça va être plus facile. Mais répondre présent aux réunions, c'est un acte de leadership. Qu'est-ce qu'il y a un autre acte de leadership? Répondre à ses courriels, confirmer sa disponibilité, assister aux rencontres, contribuer. Même quand on est nouveau, puis on a l'impression que tout ça, ça se passe sur Mars, puis on ne comprend pas toutes les subtilités de ce qui se discute. Poser des questions, demander des clarifications, c'est un acte de leadership, puis c'est une marque de respect pour ses collègues, puis ça contribue à l'avancement de ce que vous tentez de faire. Alors moi, je vous dis merci, parce que c'est un leadership. Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a personne qui vous demande dans votre vie à la fin, là, quand ça sera terminé, là, sur votre lit de mort. Je m'excuse de présenter ça comme ça, mais il n'y a personne qui va vous... Il n'y a pas de test. Là. On ne va pas vous demander est-ce que vous avez été sur un comité ou un conseil, est-ce que vous avez contribué de cette façon-là. Donc, il n'y a personne qui a une obligation. Vous le faites pourquoi? Parce que vous voulez contribuer de cette façon-là. Vous avez à cœur l'éducation, le bien-être des enfants et l'essor de votre école. Donc, merci pour cet engagement-là, puis pour le leadership que vous démontrez. Stephen Covey, il se connaît bien, lui, dans la gestion du temps, dans l'efficacité. Il a écrit plusieurs livres là-dessus, vous le connaissez sûrement. Un petit mot qui précise donc pourquoi c'est important non seulement de prioriser ce que vous mettez dans vos ordres du jour, ce que vous mettez dans votre planification annuelle, mais l'idée que ce n'est pas de prioriser ce qui est à l'agenda, mais mettre à l'agenda nos priorités. Donc, un petit rappel, peut-être de retourner vers le module 1 et 2, de bien établir vos priorités en début d'année. Et là, vous allez voir que vos rencontres mensuelles vont aller le mieux possible parce que vous êtes sur un parcours où vous savez où est-ce que vous vous en allez. Et puis ça, c'est formidable.
Alors, je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute et puis à la prochaine capsule vidéo. À bientôt.